Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information. Parlons d'éducation en ouverture de ce journal. Pendant cette période d'examen de fin d'année, la peur gagne le rang de certains candidats, une peur qui est due au stress et qui peut être évitée selon le psychopédagogue Rodrigue Mboundi Mabika. On comprend déjà que le stress est une situation normale, c'est une réaction de l'organisme en face de toute situation qui semble contredire, n'est-ce pas, le cours normal de la vie. On peut être stressé parce qu'on a oublié un document à la maison, on peut être stressé parce que notre véhicule a cogné sur notre véhicule, donc toutes les situations, n'est-ce pas, contraires, nous amènent l'être humain, l'individu, à être forcément stressé. Et par rapport à la situation du moment, ça veut dire l'examen du baccalauréat, je crois que c'est une situation, comme je dis, tout à fait normale. Maintenant, le véritable problème, c'est la gestion du stress. En fait, comment gérer son stress en période d'examen. Mais pendant la composition, il y a quelques éléments qui peuvent effectivement amener un élève de terminale, un élève qui compose au baccalauréat, à pouvoir gérer son stress. Premièrement, au niveau de la plante des pieds, en psychologie, il est prouvé que lorsqu'un élève compose, lorsqu'il est en situation d'examen, la plante des pieds doit pouvoir être posée à même le sol. Le candidat ne doit pas soulever les talons. Et les talons, toute la plante des pieds doit être posée à même le sol, parce que l'énergie qui vient du sol doit passer par les pieds, n'est-ce pas, pour alimenter tout le corps jusqu'au cerveau. Ça, c'est un. Deux, il faut déjà pouvoir être sûr. Donc, il faut avoir la confiance en soi. C'est très important d'être confiant. La confiance à ce que toute l'année, quels que soient les résultats qu'on a obtenus, c'est la période d'examen, il faut avoir la confiance en soi. Il faut être sûr de ce qu'on a étudié, sûr de notre réalisation pendant l'examen. Et puis, le troisième élément, généralement, c'est savoir que nous sommes en train de composer et que c'est un examen. Et lorsqu'on parle d'examen, généralement, toute situation est possible. Il peut arriver effectivement que le sujet qui arrive, c'est un sujet qu'on maîtrise, ou c'est un sujet qu'on maîtrise moins, ou que c'est un sujet qu'on ne maîtrise peut-être pas. Mais il faut toujours croire que ce qu'on a fait peut effectivement nous amener à pouvoir obtenir le bac, quelle que soit la situation. Voilà, donc être confiant et puis ne jamais être défaitiste, croire positivement que tout est possible. Voilà. Le syndicat Hippocrate, par la voix de sa présidente, Dr Sylvie Koguembot, a pointé du doigt les agissements peu orthodoxes de la Caisse nationale de sécurité sociale. On l'écoute au micro de nos confrères de la RTN de Libreville. Les injustices et les inégalités sont souvent source de frustration, de tension et de violence. Quand on est gouvernant, on est dépositaire de la puissance publique. À ce titre, le gouvernant doit avoir une parole crédible. Malheureusement, au Gabon, la plupart des gouvernants, au lieu de se considérer au service des Gabonais, considèrent les compatriotes comme leurs sujets. Ils hypothèquent le présent et l'avenir de ceux-ci au nom de leurs intérêts égoïstes et certains veulent délibérément les pousser à bout. La CNSS a été créée par la loi 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale pour fournir les prestations sociales aux employeurs et travailleurs des secteurs privés et parapublics, de la main-d'œuvre non permanente et des collectivités locales. Par prestations sociales, on entend les prestations familiales et les prestations de maternité, les risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles, les pensions de vieillesse ou pensions retraite, d'invalidité et de décès, les prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés faisant l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger. L'article 2 de ce code qui stipule que le service légal des prestations est complété par une action sanitaire et sociale
a permis à la CNSS de construire 16 hôpitaux. Fondation Jeanne Ebori, hôpital pédiatrique d'Ovendo à Libreville et l'hôpital Paul Igamba à Port-Gentil. La pension retraite est un droit et non une aumône. C'est l'épargne de leurs cotisations dues par la CNSS. La liquidation des hôpitaux de la CNSS et la destruction du patrimoine des assurés sociaux, à savoir les 2 bâtiments de glace pour y construire 2 tours, ont-ils eu l'aval du conseil d'administration? Que dire des locations des agents CNSS d'Akanda, de Bikele et de la direction juridique à Glace en face de l'hôtel Méridien? Ces différents bâtiments loués appartiennent-ils à la CNSS? Comment comprendre que la CNSS ne paye pas les droits des déflatés, ne paye pas les pensions retraite, mais emprunte de l'argent pour construire des logements, mission non régalienne de la CNSS? Selon l'article 100 du Code de sécurité sociale qui stipule que, premièrement, les rentes et les pensions sont liquidées en montant mensuel. Le droit à une mensualité est déterminé d'après la situation de bénéficiaire au premier jour du mois civil correspondant. Deuxièmement, le paiement des pensions et des rentes est effectué trimestriellement à terme échu. Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente atteint ou dépasse 75%, le titulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement. Libreville, la capitale administrative du Gabon, n'est pas restée en marge de la célébration de la journée mondiale du don de sang. Le compte rendu nous est fait ici par nos confrères de RTN une fois de plus. Célébrée chaque 14 juin partout dans le monde, au Gabon, la journée mondiale du don de sang a été célébrée ce samedi 15 juin 2019. Lancée en 2004 par l'Organisation mondiale de la santé, elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux des dons de sang. Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Grâce aux dons de sang, anonymes ou sécurisés, des millions de personnes, des milliers de vies sont donc sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre. J'ai été motivée par le fait que récemment, j'ai eu un ancien condisciple de classe qui était dans le besoin, qui est actuellement à l'hôpital encore, qui avait besoin de dons de sang. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de pouvoir faire le don pour quelqu'un qui en aurait besoin. Alors on donne le sang, on arrive, on donne à la personne qui arrive, au donneur, un guide d'entretien dans lequel il y a certaines questions qui lui sont posées. Ensuite le donneur passe un entretien médical avec un médecin qui, au cours de cet entretien, saura s'il est apte ou pas. Et après avoir pris les différents paramètres, donc le poids, la tension, l'hémoglobine pré-don. Alors si le donneur est apte, il fait son don de sang. Et après son don de sang, il a la collation. Et la mise à disposition des résultats, c'est après 2 semaines à peu près. La journée mondiale du don de sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier, soit, si c'est possible, pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte de sang. Ce fut donc le cas ce jour dans notre pays. Les autorités sanitaires rwandaises ont entrepris de renforcer les mesures visant à prévenir la propagation du virus Ebola dans le pays. À cet effet, certaines dispositions ont été prises, lesquelles la découverte dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. Le Rwanda, frontalier à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda, est en alerte depuis la confirmation de la détection du premier cas d'Ebola en Ouganda. Les autorités sanitaires rwandaises ont entrepris de renforcer les mesures visant à prévenir la propagation du virus Ebola dans le pays. Des dispositions intervenant après le premier décès suite à la maladie d'Ebola, la présence de 3 cas confirmés et de 8 personnes contacts enregistrées dans le district de Kasese dans l'ouest de l'Ouganda. Au poste frontalier du pays, on s'est toujours assuré qu'il y ait du personnel de la santé chargé de faire le dépistage du virus
et s'assurer que la personne qui manifeste des symptômes d'Ebola soit mise à l'écart dans une salle de quarantaine. Malgré la présence de la menace dans les pays voisins, aucun cas d'Ebola n'a encore été signalé au Rwanda. Le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer les capacités nationales en matière de détection précoce et d'endiguement en cas de transmission. Il intensifie également la veille communautaire dans les points d'entrée du pays, les établissements de santé et au niveau communautaire. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont pour mission d'aller aux radios pour expliquer aux Rwandais ces messages de sensibilisation des signes le virus hémorragique Ebola. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le délai entre l'infection par le virus et l'apparition des symptômes est comprise entre 2 et 21 jours. Le ministère de la Santé du pays a recommandé aux Rwandais présentant des symptômes d'Ebola ou ayant été en contact avec un patient présentant ces symptômes de consulter immédiatement un centre médical. La communauté de l'Afrique de l'Est a accepté la demande d'adhésion de la République démocratique du Congo suite à une demande d'admission de Félix Tshisekedi adressée à son homologue Paul Kagame, président en exercice de la CAE. La communauté de l'Afrique de l'Est va finalement s'étendre à la République démocratique du Congo qui a officiellement fait sa demande d'admission. Le 8 juin 2019, le président Félix Tshisekedi a écrit au président rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de cette organisation sous-régionale, pour l'adhésion de son pays. Adhésion qui garantirait un développement mutuel et une stabilité dans cette sous-région. La RDC est notamment exposée à la déstabilisation depuis quasiment 3 décennies. Et la majeure partie notamment des territoires à partir desquels la RDC est déstabilisée sont essentiellement des pays notamment d'Afrique de l'Est. Donc évidemment, l'adhésion de la RDC à cette communauté pourra permettre de régler ces différents politiques avec ses voisins. La communauté de l'Afrique de l'Est, vaste de 1,8 million de kilomètres carrés, est constituée du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie, avec une population estimée à 135,4 millions de personnes. 6% de ces exportations sont dirigées vers la République démocratique du Congo via les ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. L'Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, a connu un bond substantiel ces dernières années. Donc, il est évident qu'avec la route La Soie, qui est initiée par les Chinois, et également avec la zone de libre-échange qui a été initiée récemment, cela va permettre de renforcer la libre circulation, évidemment, des capitaux et des personnes dans cette partie, notamment de l'Afrique. La RDC est un véritable réservoir en termes de ressources naturelles. C'est depuis 2010 que la République démocratique du Congo ainsi que le Malawi et la Zambie avaient été invités à intégrer la communauté de l'Afrique de l'Est sans suite. Depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi développe une diplomatie offensive qui se traduit par de multiples partenariats bilatéraux et multilatéraux. Malgré une tendance mondiale à la baisse, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 11% pour s'établir à 46 milliards de dollars en 2018. On fait le point dans cet élément. Malgré une tendance mondiale à la baisse, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 11% pour s'établir à 46 milliards de dollars en 2018. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement affirme que la demande croissante de certains produits de base et la hausse de leurs prix justifient entre autres cette performance. L'Afrique aujourd'hui représente une population croissante d'environ 1,2 milliard d'habitants, qui a une population qui est de plus en plus alphabétisée, ce qui permet à ces entreprises d'avoir accès à leurs ressources humaines qualifiées, mais également la mise en évidence de plus en plus de transition démocratique et de stabilité politique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe avec des pays comme le Ghana et l'Éthiopie. Avec un repli des investissements d'au moins 8,8 milliards de dollars, l'Égypte reste tout de même le premier pays bénéficiaire. Par contre, l'Afrique du Sud a vu ses transferts doubler pour atteindre 5,3 milliards de dollars. L'existence de zones économiques spéciales et la zone de libre-échange continentale devraient permettre d'attirer plus d'investissements. L'intérêt d'une zone de libre-échange est de permettre aux entreprises d'avoir accès à un plus grand marché, mais également de permettre au capital, que ce soit le capital humain ou le capital financier, de pouvoir se mouvoir librement.
L'hôtellerie, les produits chimiques, l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie sont quelques-uns des secteurs qui ont retenu le plus d'investissements. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement précise entre autres que ces fonds proviennent prioritairement de la France, la Chine, les États-Unis, l'Inde, Singapour, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Nous voilà arrivés au terme de cette principale édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. L'actualité se poursuit sur notre page YouTube Top Benje Gabon officiel.